Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous amène à Monaco découvrir les gros gamos. C'est parti dans cette vidéo réalisée partiellement en voix off. Les amas là, c'est parti pour le trajet en avion. Et comme j'aime bien l'aviation, j'ai décortiqué le décollage atterrissage avec vous. Alors là, nous sommes au roulage, j'ai envie de se positionner face à la piste de décollage. Lorsque nous serons sur la piste de décollage, il y a deux solutions, soit le rolling take-off, soit le starting take-off. Dans le starting take-off, l'appareil marquera un temps d'arrêt en fin de roulage et avant d'engager donc la phase d'accélération pour le décollage, lorsqu'il sera face à la piste de décollage, tandis que dans le rolling take-off, l'appareil ne marque pas de temps d'arrêt. Dès qu'il a fini son roulage et qu'il est positionné tout en roulant dans l'alignement de la piste, à ce moment-là, il met les gaz et il décolle. Voilà, starting take-off, c'est ça qu'on aime. Allez, c'est parti pour environ 30 secondes d'accélération en vue d'atteindre les environ 250 km/h nécessaires pour le décollage de notre 320, puisque nous sommes sur notre 320. Je vous parlerai de V1, Rotate, Positive Climb et Gear Up un peu plus tard dans la vidéo. Pour l'instant, je laisse apprécier le décollage dans ce magnifique lever de soleil toulousain. Allez, c'est l'heure de faire notre petit cours. Commençons par V1. Alors V1, c'est la vitesse décisionnelle 1. C'est une vitesse qui correspond à la vitesse à laquelle l'appareil ne pourra plus s'arrêter s'il y a un problème majeur. Par exemple, s'il y a une panne moteur, l'appareil ne peut pas s'arrêter après V1 parce que la longueur de piste restante est trop courte. Donc après V1, il faut à tout prix décoller quoi qu'il en soit. Même si c'est un feu moteur, mais n'ayez crainte, l'appareil est tout à fait capable de décoller et de rouler sur un seul moteur. V1 intervient juste avant Rotate. Rotate, c'est le moment où c'est que le pilote ou son copilote, en fonction de comment ils se sont organisés, va tirer ce joystick ou sur le manche. C'est des manches chez Boeing, c'est des joysticks chez Airbus pour pouvoir cabrer l'appareil et par conséquent pour pouvoir le faire décoller. Ensuite, il y a Positive Climb. Alors en disant Positive Climb, il signifie que l'appareil est bien variopositif, autrement dit, a bien pris de l'angle et bien en train de décoller. Et enfin, une fois que ça c'est fait, donc qu'on a décollé, il y a Gear Up. Donc Gear Up, on rentre le train d'atterrissage et à partir de là, et bien c'est parti. Et bien sûr, sur la phase d'approche, on fera Gear Down, autrement dit, on sortira le train d'atterrissage. Allez, maintenant décortiquons l'atterrissage. Tout d'abord, pendant la phase d'approche et d'atterrissage, on va à différents moments gérer les flaps, ce qu'on appelle également les volets hypersustentateurs, qui permettent de modifier la portance de l'appareil afin de les configurer en fonction de ce que l'on recherche. Ensuite, il faut passer à sortir le train d'atterrissage, donc c'est le fameux Gear Down. Alors là, en termes d'altitude, il n'y a pas une altitude précise, ça dépend de certains paramètres, mais c'est généralement compris entre 1500 pieds et 2700 pieds, ce qui fait entre 460 et 760 mètres environ. Bien, la phase d'approche se poursuit, on arrive sur la finale, et là l'avion va se mettre à parler. Oui, on a 320, ça parle, c'est ce qu'on appelle le call out. Le call out, c'est donc l'avion qui est en train de dire l'altitude restante, c'est exprimé en pieds et c'est exprimé également en anglais. Donc ça part de 1000 sur on a 320, donc on a 1000, puis ensuite on a 500, 400. 300 et ensuite il dit 100 above. 100 above en fait c'est 100 pieds au-dessus de l'altitude de décision. Ensuite il y a minimum, donc minimum c'est l'altitude de décision, c'est l'altitude à laquelle les deux pilotes, donc le pilote et son copilote, doivent voir l'environnement de la piste, pas seulement la piste mais également son environnement. Si c'est ok, alors ils disent continue et ils continuent l'approche. S'il y a la moindre problématique, s'il y a la moindre anomalie, à ce moment-là ils renoncent à l'approche, ils font une remise des gaz, ils vont faire un petit tour et ils reviennent se positionner pour une nouvelle approche. Ensuite on a 200, 100, 50, 20 et puis retard qui est annoncé 3 fois. Alors non, ça ne veut pas dire que vous êtes en retard, c'est une demande d'appareil pour mettre les manettes des gaz en IDLE, autrement dit de mettre la poussée au minimum, de couper en fait tout simplement l'accélération des moteurs, de couper la poussée de l'appareil. Donc là, au moment c'est que l'avion fait l'arrondi, avec le sliding qui se fait, donc il touche la piste. Et bien maintenant qu'on s'est posé, il faut ralentir la bestiole. Donc on va activer spoiler et speed brake. Donc ça va permettre de modifier la portance et la traînée de l'appareil pour le ralentir. Et puis ensuite, eh bien, on va rejoindre notre emplacement au parking. Alors ce que je viens de dire est valable pour un Airbus A320, ça peut changer légèrement en fonction des appareils. Il me semble que chez Boeing, ils n'ont pas le retard à la fin, etc. Il y a quelques petits détails qui changent. Ensuite, volontairement, je n'ai pas tout dit. Il y a plein d'autres manœuvres que les pilotes réalisent et que je n'ai pas cité volontairement.
majoritairement pour ne pas surcharger la vidéo, puisque l'objectif ce n'était pas non plus de faire un détail à l'élément près d'un vol, mais simplement de retranscrire les grands éléments de la phase de décollage, de la phase d'approche. Et par exemple, je n'ai pas évoqué les checklists, je n'ai pas évoqué la phase de vol de croisière, on sait qu'il y a quand même pas mal de choses à vérifier, même si l'autopilote est engagé. Enfin bref, c'était vraiment quelque chose pour résumer les grandes lignes. J'espère que ça vous a plu, et maintenant, place à l'hélico pour aller à Monaco. Allez, c'est parti pour le petit tour en hélicoptère d'une durée de 7 minutes, raccourci dans la vidéo bien entendu pour montrer les images les plus intéressantes. Donc au départ de l'aéroport international de Nice, code IATA NCE, en direction de l'héliport de Monaco, code IATA MCM. Allez, c'est parti. Donc l'appareil est un Airbus hélicoptère H130 équipé d'un turbomoteur turboméca AL2D développant 952 chevaux. C'est un hélicoptère équipé de 3 pales, d'une masse à vide de près d'une tonne 4, d'une vitesse de croisière de 237 km/h pour une vitesse maximale de 285 km/h, un plafond situé à 4770 mètres et une vitesse ascensionnelle de 540 mètres par minute. Ça y est, on va arriver à l'héliport de Monaco. Donc la principauté de Monaco est une monarchie constitutionnelle dont le prince Albert II, né le 14 mars 1958, est le 14e et actuel prince souverain de Monaco depuis le 6 avril 2005. Alors Monaco c'est 2,02 km², ce qui en fait le deuxième plus petit état indépendant au monde derrière le Vatican. Monaco c'est également 39 150 habitants en 2022, ce qui est moins que la population municipale de la sous-préfecture du Tarn, qui est Castres, comportant en 2020 42 394 habitants. Alors Monaco c'est connu par les passionnés d'auto, pour le Grand Prix de Formule 1, par la présence de GMK, pour le virage Armand où c'est que la Citroën Ami se démarque. Mais également Monaco c'est le casino de Monte Carlo, le musée océanographique, le palais princier. Bref, Monaco c'est la ville du luxe et de la démesure. Mais en tant que passionné d'auto, avant de voir un petit peu les monuments historiques, voyons un petit peu les gros gamos. Et on commence avec cette incroyable auto. Une Mégane à Monaco? Oui, une magnifique Mégane 2 à Monaco. Allez, trêve de plaisanterie. Bien, maintenant que vous avez vu le virage Fermont, la place du casino avec ses beaux gamos, ainsi que cette photo de la devanture du casino, je vais à présent vous amener dans le centre historique de Monaco, qui est le Haut-Monaco. Le centre historique de Monaco dit Palais de Monaco, qui est la résidence du prince depuis l'an 1297. Et qui dit Palais de Monaco dit Compagnie des carabiniers du prince, créée en 1817. D'ailleurs, on va voir le changement de poste d'un carabinier situé à l'extérieur, qui se fait chaque heure, mais qui est indépendant et différent de la relève de la garde, elle se faisant une fois par jour, à 11h55, tout comme au palais de Buckingham, où ça se fait à 11h. Alors
j'ai profité de la durée de cette procédure pour parler un petit peu du palais de Monaco et de sa garde. Alors je vais commencer par le palais de Monaco qui a été construit en 1191, à l'origine pour devenir une forteresse de la République de Gênes. Toutefois, cet édifice a connu au cours de son histoire des bombardements et des sièges par de nombreuses forces étrangères. En 1297, les Grimaldi prennent possession des lieux. Alors qui sont les Grimaldi? Les Grimaldi, c'est une dynastie originaire de Gênes, en Italie, et qui se sont donc appropriés le palais princier de Monaco. Les Grimaldi gouvernent la principauté en tant que seigneurs féodaux jusqu'au XVIIe siècle, puis comme prince souverain. Maintenant, je vous parle un petit peu de la compagnie des carabiniers du prince. Créée en 1817, la garde princière occupe différents rôles. Il y a par exemple l'orchestre composé de 24 carabiniers, la garde du palais, la sécurité du prince souverain et de la famille princière, les services d'honneur, la participation au maintien de l'ordre public et diverses missions de service. L'effectif global est composé de 124 hommes, répartis en 3 officiers, 5 sous-officiers supérieurs, 16 sous-officiers et 100 carabiniers, et ils font partie des forces armées monégasques. Le chef de corps à ce jour en 2023 est le commandant Martial Pied, et pour info, le prince Albert II a le grade de colonel au sein de la compagnie des carabiniers depuis le 11 novembre 1986. Ça y est, là, il est parti pour une heure. Allez, maintenant il est temps d'admirer un petit peu le paysage avec vue sur la mer. D'accord. Allez, juste pour le plaisir des yeux, une dernière voiture à de partir et puis c'est reparti pour le trajet retour en direction de l'héliport de Monaco. Ah, cette fois-ci on a droit à l'hélico bleu et on commence avec le démarrage de l'hélicoptère. Allez, je vous mets le départ assez impressionnant de Monaco. Nous voici en croisière et on voit clairement que la météo n'est pas avec nous pour ce trajet retour. Allez, je vous mets également l'approche de l'aéroport de Nice. Alors l'aéroport de Nice, qui a ouvert en 1944, est composé de 2 pistes, une de 2960 mètres de long et l'autre de 2570 mètres. Il a accueilli en 2022 12 119 043 passagers et c'est un aéroport un petit peu particulier car il a été construit sur une zone partiellement gagnée sur la mer située dans le prolongement de la promenade des Anglais, le long du Var dans le quartier de l'Arena. Et c'est vrai que son approche est un peu particulière, comme on a pu le constater tout à l'heure en début de vidéo, on a l'impression que nous allons amérir, ce qui bien entendu heureusement n'est pas du tout le cas. Alors l'aéroport décroche la première place du palmarès Private Fly en 2014 en étant distingué de la plus belle approche d'aéroport au monde parmi plus de 200 destinations en compétition. On a eu droit à un décollage, une approche et un atterrissage des plus stylés, franchement, respect et merci aux pilotes. Allez, c'est parti pour le trajet retour en avion.
Alors ce bruit que vous entendez là, c'est pas un chien qui aboie de la soute, c'est la PTU Power Transfer Unit, c'est une pompe de transfert de puissance hydraulique qui permet d'équilibrer les circuits hydrauliques de l'appareil. Donc on l'entend quand un seul des deux moteurs est en fonctionnement, ce qui se produit au roulage car on n'allume pas simultanément les deux moteurs. On en allume un, puis un peu plus tard, on allume l'autre. Par contre ce système là n'existe pas chez Boeing. Allez, maintenant c'est le moment du décollage en rolling take-off. Allez, j'ai profité de ces vols retour pour parler un petit peu des appareils. Donc on va commencer par le premier appareil de tout à l'heure, celui du trajet de l'aller, qui est pas le même que celui du retour, puisqu'à l'aller il s'agissait d'un 320 CO pour Current Engine Option, qui est quand même un petit peu différent des appareils Neo pour News Engine Option, même s'il possède des charclettes en bordel. Oui, car les charclettes ont été introduits en 2012 pour remplacer les winglets, même c'était plus précisément des wingtip feints et non pas des winglets. Bon, vous excuserez mon anglais qui est pas excellent. Pour ceux qui connaissent pas la différence, vous avez à l'instant à l'écran qui s'affiche sur la gauche une aile équipée d'un winglet, plus précisément un wingtip feints, et sur la droite une aile équipée d'un charclet. Donc cet appareil là, beau être un CEO, ça reste un avion relativement récent puisqu'il est équipé de charclet. La preuve en est, il a fait son premier vol commercial en 2015. D'un point de vue caractéristique, il peut accueillir 186 passagers à monoclasse Eco, il fait 37,57 mètres de long, il est équipé de deux réacteurs CFMI CFM 56 d'une poussée unitaire de 115 kN, ce qui donne une poussée globale de 230 kN. Sa vitesse de croisière est de 828 km/h, sa vitesse maximale 871 km/h et son plafond est à 12 000 mètres. Concernant l'appareil du vol retour qu'on peut voir actuellement, il s'agit d'un A319 qui a fait son premier vol commercial en 2009. Alors il est un tout petit peu plus petit que l'A320 puisqu'il fait 33,84 mètres de long et ne peut accueillir que 156 passagers à monoclasse Eco. Tout comme pour la 320, il est équipé de deux réacteurs CFMI CFM 56, toutefois la poussée est différente puisque la poussée unitaire est de 98 kN, soit 196 kN pour l'ensemble de l'appareil. Concernant la vitesse de croisière, la vitesse maximale et le plafond, on reste sur les valeurs de la 320. Allez, je vous laisse apprécier le survol nocturne de la ville rose de Toulouse en approche de l'aéroport de Toulouse-Blagnac dans cette petite partie de la vidéo accélérée en x2. Ça y est, nous avons atterri, nous voici donc de retour à Toulouse-Blagnac. Par conséquent, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si elle vous a pas plu, n'hésitez pas à me donner également des critiques constructives en commentaire. Et on se retrouve très bientôt sur des essais auto. Et je vous remercie de l'avoir regardé en entier. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. C'est 737 ça.